Bismillah. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la matière littérature, théorie et pratique, à chemin 4, nous allons faire les structures de polyphonie dans la narratologie. Donc l'objectif de la séance est d'identifier les différentes voies narratives dans un texte littéraire. Dans un texte, il y a plusieurs voix. Donc nous n'avons pas que le narrateur qui parle. Et lorsqu'on parle de narrateur, lorsqu'on parle du concept de narrateur, le narrateur n'est pas forcément individuel dans le texte. Dans la narration, il n'y a pas qu'un narrateur. Comment pouvoir l'identifier dans la vraie vie, dans une situation réelle? Vous pouvez facilement identifier qui est devant vous, qui est en train de vous parler. Donc vous allez savoir facilement qui raconte telle scène et telle scène. Si vous avez devant vous 3 locuteurs, chaque locuteur va raconter une scène. Mais dans un texte, comment les identifier? Comment identifier qu'il y a des narrateurs et non pas un seul narrateur? Donc, l'objectif de la séance est d'identifier les différentes voies narratives dans un texte littéraire, analyser les techniques de modulation énonciative, c'est-à-dire comment le mode diffère, comment le mode varie, comment on va savoir dans quelle relation, dans quelle focalisation parle le premier narrateur, dans quel mode, dans quelle focalisation parle le deuxième narrateur, etc. De repérer les jeux temporels. Dans le jeu temporel, vous avez une trame. Dans la narration, vous avez une trame temporelle, une trame de temps. Comment identifier où est le narrateur dans le temps? Nous allons voir les différents jeux temporels et comprendre comment la polyphonie sert un propos historique ou social, c'est-à-dire comment la polyphonie est utilisée pour véhiculer une thèse. Donc, premièrement, le concept de polyphonie. Le concept de polyphonie, par rapport à son lexique, nous avons poly, le préfixe poly, et phonie. Poly qui veut dire beaucoup, et phonie qui veut dire sans. Nous avons poly et phonie. Mais dans un contexte de narratologie, Michael Bakhtin le désigne comme la présence de plusieurs voix, points de vue et conscience dans un même texte. Donc, l'existence ou la présence de plusieurs voix, point de vue et de conscience dans un même texte. Donc, grosso modo, c'est la présence de plusieurs locuteurs dans le texte. Présence de plusieurs locuteurs dans le texte. Contrairement au monologisme, où il y a une seule voix, le monologisme, c'est-à-dire c'est un seul narrateur qui parle. Une seule personne, une seule conscience. On ne va pas dire personne, une seule conscience, parce que une seule entité, une seule instance dans le texte. Parce que dans le texte, il ne s'agit pas de personne, comme on l'a dit dans la première séance. Dès qu'on est dans la structure, on parle d'instance et non pas de personne. Les personnes existent en dehors du texte. Existent à la génétique et à la réception. À la génétique et à la réception. Dans le texte, on parle de l'existence de plusieurs instances, plusieurs consciences qui parlent. Donc le monologisme, où une seule voix du mode domine, le roman polyphonique laisse s'exprimer des perspectives multiples, parfois contradictoires. Donc je cite Michael Bakhtin, qui dit que le roman est un phénomène pluristylistique, plurilingual, plurivocal. Pluristylistique, c'est-à-dire ne vous attendez pas dans un roman à trouver la trame classique de la nouvelle ou du conte. Dans le roman, vous avez plusieurs styles. Vous pouvez trouver de petites histoires, comme vous pouvez ne trouver aucune histoire. Donc c'est
c'est un texte pluristylistique, plurilingual. C'est-à-dire, si ça s'exprime en français, si le roman s'exprime en français, c'est que vous n'allez pas trouver que le français. Surtout avec le phénomène de la francophonie. Le phénomène de la francophonie impose à ce qu'il y ait des francophonies, ou des français, pour être plus exact, des expressions françaises au pluriel. Parce que ce n'est pas qu'une seule langue. Ne vous attendez pas à obéir strictement aux règles grammaticales et lexicales du texte. Vous allez trouver des néologismes, trouver de nouveaux mots que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire. Donc, il est pluristylistique, le roman. Il est pluristylistique, plurilingual et aussi plurivocal. Et c'est cette variante qu'on va traiter, cette variable, qu'on va traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on traite la plurivocalité du texte. Donc, le narrateur, le concept de narrateur. C'est quoi le narrateur? Le narrateur est une entité, est une instance. C'est celui qui est le narrateur? Celui qui narre, celui qui raconte les faits de l'histoire. Le narrateur est une instance qui raconte l'histoire. Dans ce texte, il s'agit d'un narrateur, donc dans le texte, il s'agit du narrateur qui est parfois hétérodiégétique et parfois hétéro-homo-auto. Hétéro-homo-auto. Ces concepts-là, hétérodiégétique. On parle ici de relations. Les relations du narrateur à l'histoire, c'est la relation. Hétéro, c'est un narrateur qui est en dehors de l'histoire, qui n'est pas un personnage. Homo, c'est un narrateur qui est quoi? Il est dans l'histoire, mais il est comment? Il est un personnage comme d'autres. Auto, c'est un narrateur? Le narrateur est le personnage principal de l'histoire. Donc, je cite Jean Paulin, le récit ne peut recevoir sa signification que du monde qui s'organise dans la conscience de celui qui le raconte. Donc, le récit, l'ordre que vous avez devant vous lorsque vous ouvrez un roman, l'ordre qui est devant vous des faits et la version des dialogues, des récits, c'est ce qui se passe où? Dans la conscience du narrateur. Donc, les marques linguistiques que vous allez retrouver, dans le texte vont vous aider à dire que ce narrateur, est un narrateur hétérodiégétique, si c'est un narrateur qui va raconter l'histoire d'une façon, comment? Non, pas générale. D'une vue extérieure. Une vue extérieure. Il ne participe pas aux faits. Hétérodiégétique. Qu'est-ce qu'on a dit? Hétérodiégétique, c'est un narrateur qui n'est pas personnage. Donc, il va raconter sans participer aux faits, sans participer au dialogue. Un narrateur homodiégétique, c'est un narrateur. Faites attention, lorsqu'on dit hétéro, homo, auto, ça n'a rien à voir avec la focalisation. Ça n'a pas de relation avec la focalisation. C'est en relation avec la participation à l'histoire, la participation aux faits. Donc, si c'est un narrateur hétérodiégétique, il va raconter ce qui se passe en dehors de l'histoire. Pas en dehors, mais d'une façon extérieure. C'est-à-dire, il va être un observateur de l'histoire. Si c'est un narrateur homodiégétique, il va participer à l'histoire sans en être l'axe principal. Il n'est pas le personnage principal. Autodiégétique, c'est un narrateur à l'intérieur de l'histoire et fait l'axe principal de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire tourne autour de ses actes et de ses dialogues. Tout est basé autour de ses actes
et c'est dialogue. Donc, il est l'essence de l'histoire. Donc, maintenant la modalisation, les modes qu'utilise le narrateur, les modes surtout, nous parlons de quoi exactement lorsqu'on dit mode? C'est surtout par rapport au discours, par rapport au discours du narrateur. Et là, on va ouvrir une parenthèse. Nous devons faire la part des choses entre discours et récit. C'est quoi le discours? D'une façon schématique. Qu'est-ce qu'un discours? Pas forcément un dialogue, le discours. Le discours, c'est une adresse. C'est une adresse. C'est s'adresser à quelqu'un. Le discours, c'est quand vous vous adressez à quelqu'un. Le récit, c'est quand vous racontez des faits. تعلمناها كاع حتى كيقولها في العربيه عندنا الانشاء الخبر والانشاء. Le récit خبر ou le discours انشاء. هذه هي d'une façon simple. الخبر شهوة. Le récit, c'est quoi? C'est un rapport. C'est un rapport. Le discours, c'est ce que vous pouvez juger comme étant vrai ou faux. Le récit, pardon. C'est ce que vous pouvez juger comme étant vrai ou faux. Le récit. Le récit peut être jugé comme étant vrai ou faux. C'est-à-dire, vous allez dire, l'enseignant est venu aujourd'hui. On peut dire, oui, l'enseignant est venu aujourd'hui. Non, l'enseignant n'est pas venu aujourd'hui. Vrai ou faux, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un récit. Le discours, c'est une adresse. Le discours, c'est une question. C'est une exclamation. C'est un ordre. C'est ça le discours. Donc, lorsque vous vous adressez à quelqu'un par une question, vous allez lui dire, vous prenez un café ou un thé? Il va vous dire, faux, je prends un café, ou le vrai, je prends un thé? Non. Donc vous voyez la différence entre discours et récit. Le discours, c'est ce qu'on peut juger de vrai ou de faux, ou le récit, le récit, ce qu'on peut juger par l'affirmation ou l'infirmation, alors que le discours, c'est une adresse. Ce n'est pas pareil. Donc, le discours, nous avons le discours direct. D'abord, nous avons le discours direct. Dans le discours direct, c'est un monologue rapporté. C'est un monologue rapporté. C'est-à-dire, vous faites le rapport, vous faites dans un discours direct, le personnage ou le narrateur, il fait le rapport. Quoi? Comment? Quel rapport? Il est comment ce rapport? Fidèle. Il est le rapport fidèle ou qui donne l'impression d'être fidèle au discours rapporté. D'accord? C'est ce qu'on appelle le discours direct. Le discours direct rapporte les paroles ou les pensées telles qu'elles ont été ou auraient pu être prononcées. Vous allez mettre les deux points, les guillemets, et rapporter le discours tel qu'il a été dit, d'une façon fidèle. C'est une citation. C'est une citation. Je cite Gérard Genette qui dit « Les paroles rapportées directement sont comme un théâtre dans le récit. Elles font entendre une voix autre, celle du personnage. » Donc, ici, vous avez une voix autre que celle du narrateur. Une voix autre que celle, lorsque le narrateur utilise le discours direct, c'est une voix, mais ce n'est pas la sienne. C'est une voix autre que celle du narrateur. Gérard Genette le dit. Les paroles rapportées directement sont comme un théâtre dans le récit. Elles font entendre une voix autre, celle du personnage, donc pas celle du narrateur. Vous avez le discours indirect. Si on a traité le direct, on va forcément traiter l'indirect. Donc, le discours indirect, c'est une subordination énonciative, c'est-à-dire ajouter
le discours de l'autre est subordonné au vôtre. Vous allez l'ajouter. Il a dit que, et vous allez rapporter. Vous n'allez pas utiliser le même procédé de ponctuation qui sont les deux points, les guillemets. Vous allez directement faire le procédé de subordination. Le discours de l'autre va être l'appendice de votre discours. Le discours de l'autre va être l'appendice de votre discours. Le discours indirect rapporte les paroles ou pensées d'un personnage en les subordonnant à un verbe de parole. Il a dit que, il a rétorqué que, il a répondu que. D'accord? Vous allez toujours l'ajouter que, donc subordonné à votre discours. Vous allez l'ajouter à votre discours. Ah, bien sûr, ici le narrateur, c'est le narrateur qui ajoute. Donc il dit que, elle pensait que, etc. La voix du personnage est filtrée par celle du narrateur. Le narrateur va rapporter, mais va rapporter selon quoi? Selon son rapport, pas selon le rapport originel du locuteur. Il va rapporter, il va filtrer, mais selon son rapport. Cette technique permet de résumer des propos ou des intégrer plus étroitement au récit. Je cite Oswald Ducrot qui dit que le discours, ici dit que, je suis en train de faire du discours indirect, le discours indirect est une forme mixte où la voix du narrateur se charge de transmettre en la modifiant la parole de l'autre. Donc, le discours indirect, il va pas s'approprier le discours de l'autre, il va le rapporter, il va le subordonner, il va l'ajouter à son discours. Mais c'est une forme mixte. Ce n'est pas comme la forme directe. La forme directe, il y a une séparation par une certaine ponctuation, les deux points et les guillemets. Mais dans ce cadre-là, le discours indirect, vous allez le mélanger à votre discours, à votre rapport, chargé de transmettre en la modifiant la parole de l'autre. Ici, nous avons un troisième mode qui est le discours indirect libre. Le discours indirect libre, c'est une voix ambiguë. Nous avons la première voix qui est une voix indépendante du discours direct. Deuxième voix qui est une voix mixte, ajoutée, subordonnée, le rapport au discours du rapporté. Et là, nous avons une voix ambiguë. Et là, le discours indirect libre est une forme hybride qui rapporte les paroles ou les pensées d'un personnage sans marque explicite. Il n'y a pas de marque explicite, il n'y a pas de que. Il n'y a pas de point, deux points et guillemets. Donc, sans marque explicite de subordination ni guillemets. On le reconnaît aux indices énonciatifs, questions, exclamations, déictiques, registres, etc. Nous allons voir les déictiques par la suite, bien sûr, qui trahissent la présence d'une voix autre que celle du narrateur. Je cite Dory Cohn, qui dit que le discours indirect libre permet de suggérer la pensée du personnage sans rompre le fil du récit. C'est-à-dire à vous de découvrir où est le discours. Là, on ne peut pas discriminer le discours, on ne peut pas remarquer où est le discours du rapporteur de celui du rapporté. Mais il y a des marques. Il y a des marques qu'on appelle les déictiques. Maintenant dans le temps. Dans le temps, nous avons plusieurs temps dans le récit. D'abord, lorsqu'on parle du temps du récit, le temps du récit, c'est quoi? Le temps du récit, il se mesure en quoi? La position de l'auteur par rapport à l'histoire. Le temps du récit se mesure en texte, en volume textuel. Vous avez le temps de l'histoire et vous avez le temps du récit. Le temps du récit se mesure en volume textuel, c'est-à-dire combien de textes a accordé le narrateur à cet événement, à ces faits, à cette scène. D'accord? Et le rapport entre le temps du récit et le temps de l'histoire qui est le temps. Le temps de l'histoire qui est le réel temps.
heure, minute, jour, semaine, année, etc. Donc, le rapport entre le temps du récit et le temps de l'histoire fait, s'il vous plaît, fait la vitesse de l'histoire. Fait la vitesse. On appelle ça la vitesse de narration, pardon, pas la vitesse de l'histoire. La vitesse de narration. Ah, par rapport au temps, nous avons différents moments. Nous avons des moments. Les moments, nous avons l'analepse et la prolepse. L'analepse et la prolepse. L'analepse, qui s'appelle aussi le flashback, s'appelle aussi le flashback. Donc, raconter un moment passé, l'analepse ou retour en arrière ou flashback, est une rupture avec la chronologie, c'est-à-dire le narrateur va faire rupture avec la chronologie. Normalement, la chronologie se passe en progression. En progression. On progresse dans le temps. On ne régresse pas. Ah, dans ce moment-là, le narrateur va régresser, va revenir, va faire rupture et va revenir dans le temps, revenir dans le passé. On appelle ça une analepse. Donc il va revenir à un événement antérieur au moment présent de l'histoire. La prolepse ou l'anticipation, il va raconter un événement qui n'est pas encore survenu. Futur. D'accord? Il va raconter un événement qui n'est pas encore survenu. Donc ces jeux temporels brisent la linéarité du récit pour créer des effets de sens, révéler des informations ou créer du suspense. Bien sûr, nous allons voir à travers la fiche TD que je vous ai envoyée, le texte de Mohamed Dib, on va voir à travers ce texte-là comment on se projette, comment on revient, donc des exemples concrets. Donc je cite Gérard Genette, l'analepse consiste à raconter après coup un événement antérieur au point de l'histoire où l'on se trouve. Ah, nous avons vu les moments. Maintenant, le silence. Est-ce que le silence est une voix? Le silence est une voix. Le silence en lui-même est une voix. Parce que le silence dans le texte, il se marque comment? Il se marque toujours par de la narration. Le silence se marque toujours par la narration. Donc, c'est un concept qu'on appelle le non-dit, qui relève un peu de la pragmatique, mais en narratologie, on va le retrouver dans la structure, parce que la pragmatique, c'est le non-dit non structurel. La pragmatique, ce sont les actes de langage, les présupposés, les sous-entendus, mais dans le texte, ce ne sont pas des actes structuraux. Alors que dans la narratologie, en narratologie, le non-dit, c'est une structure textuelle. C'est une structure textuelle. Donc, dans un texte polyphonique, les silences, les blancs, ce qui n'est pas dit sont aussi des significations que les paroles explicites. Le non-dit peut révéler des indices, par exemple comme la pudeur, l'impossibilité, la douleur. Vous avez des indices symboliques, des indices sémiotiques que vous devez relever dans le texte, dans la structure. C'est un non-dit, mais c'est un non-dit structural, pas un non-dit qui relève de la pragmatique. Donc, je cite Pierre Macheret qui dit que l'indicible ne se situe pas dans un au-delà du langage, mais dans ses plis, ses silences, ses détours. Donc, cherchez les marques du silence dans le texte. Il faut chercher les marques de silence dans le texte. Donc, pour conclure, et Dieu sait combien vous aimez la conclusion, n'est-ce pas? Vous aimez bien les conclusions, parce que les conclusions sont les présages de la fin, oui, les conclusions, et les gens ont hâte de partir. Donc, pour conclure, on va dire que la polyphonie n'est pas qu'une technique formelle,
elle est aussi une éthique, celle qui refuse de réduire le réel à une seule voie, à une seule vérité. Donc, vous avez l'exemple que je vous ai envoyé, la grande maison de Mohammed Dib, un extrait de la grande maison de Mohammed Dib, où l'histoire porte des analepses, des prolepses, des silences, des discours directs, indirects, libres, etc. Donc, je vous laisse pour la semaine prochaine, Inch'Allah, jeudi prochain, pour préparer la deuxième partie. Je vous marquerai, Inch'Allah, ce que vous devez faire dans le groupe. Je vous dirai, parce que il y a un travail qui sera réalisé par le premier groupe, et un autre travail qui sera réalisé par le deuxième groupe, qui viendra avant vous le dimanche. Vous serez pour le jeudi, vous allez réaliser la deuxième partie de la fiche TD. Donc je déposerai, Inch'Allah, le dimanche.